20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Dans l'actualité, ce 5 mai, fin de cavale pour les kidnappeurs d'Alassane Niane, le mandataire de l'APR dans la commune d'Ogo à Matam. Ils viennent d'être interpellés par les gendarmes de Ourossogui. SOS Littoral ravi après l'annulation de la construction de l'ambassade turque sur la Corniche. Une mesure prise par le chef de l'État. Le collectif dit rester toutefois vigilant quant au suivi de la situation. Aucune sage-femme sénégalaise n'a quitté le territoire pour aller travailler au Qatar. La précision est d'Eva Marie-Colsec. Le ministre de la Santé s'exprimait en marge de la journée internationale de la sage-femme célébrée ce 5 mai. Au Sénégal, celle qui nous aide à donner la vie travaille dans des conditions difficiles. Enfin, le focus du jour, il est consacré aux élections locales. À 2 mois de ces joutes électorales, les choses semblent aller pour le mieux sur le terrain. À Grand-Yoff, sur près de 3800 cartes d'électeurs reçues, plus de 2000 ont déjà été retirées. Voilà pour le titre. Le développement, c'est dans un instant. Alors, rebonsoir à tous et bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Matam donc pour ouvrir ce journal, mais avant de nous y rendre, cette info qui vient de nous parvenir, sachez que la frontière terrestre entre le Sénégal et la Guinée sera ouverte ce mardi à 8h en raison de l'évolution positive de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit en territoire guinéen. Selon le ministre sénégalais de l'Intérieur, repris par l'APS, le gouvernement du Sénégal a décidé d'ouvrir à nouveau ses frontières avec la Guinée, une réouverture qui tient compte des impératifs sécuritaires mais également des relations multiséculaires que les populations entretiennent, notamment sur les plans économiques et social. Rebondissement dans l'affaire de la séquestration du mandataire de l'APR, c'est bien sûr à Matam dans la commune rurale de Ogo. Suite à la plainte de l'inspecteur de l'académie Alassane Niane, 4 individus ont été interpellés par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Ourossogui. Une enquête supervisée par le procureur de Matam. Une correspondance signée Ali Bandelian. Suite à la plainte de Alassane Niane, le mandataire de l'APR séquestré la nuit du mardi dernier, l'empêchant du coup de déposer les listes des candidats de Benno Bokk Yakaar, la machine judiciaire est mise en branle. Depuis hier, Omar Diop et Harouna Lo de Sinthiou Garba sont dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Ourossogui. Tôt ce matin, les hommes de l'adjudant-chef Mansali sont allés cueillir à Ogo le griot Macky Sok et un vieux Sokomo. De sources concordantes, nous apprenons que 2 autres individus cités dans cette affaire de séquestration, se trouvant en ce moment à Dakar, devraient déférer incessamment à leur convocation. Des interpellations qui ont fini d'installer une vive tension dans les villes de Ogo et de Sinthiou Garba, dans le département de Matam. À la brigade de la gendarmerie de Ourossogui, proches et parents viennent aux nouvelles. Mais il est impossible de glaner la plus petite information sur cette affaire, conduite par le commandant de brigade en personne. Pour rappel, le mandataire Alassane Niane, par ailleurs inspecteur d'académie de Matam, aurait été enlevé par des individus inconnus, alors qu'il attendait Farba Ngom devant un hôtel de la place pour le dépôt des listes de Benno en course pour la conquête de la grande commune rurale de Ogo. C'est à la suite que M. Niane avait déposé sur la table du procureur Cheikhou Diakhoumpa une plainte contre X. Une affaire qui pourrait bien avoir de rebondissements spectaculaires au fur et à mesure que les auditions se poursuivent. La visite du président Macky Sall sur le littoral après l'annulation de la construction de la nouvelle ambassade de Turquie sur la Corniche Ouest. Le collectif SOS Littoral salue l'acte posé par le chef de l'État, mais reste toutefois vigilant quant au suivi de la situation. Nous écoutons Oumar Ngala Diagne, coordonnateur du collectif, au micro de Salimata Aoussek. Nous attendons de voir. J'avais déjà dit à la conférence de presse et dans beaucoup de déclarations publiques que nous sommes des citoyens avertis et que par le contrôle citoyen, nous pouvions avoir accès à certaines informations parce que nous sommes des acteurs de plaidoyer. Hier, il nous a reçus, il a maintenant suffisamment d'informations. Nous ne demandons que des actes politiques soient posés, une volonté politique. Et nous voudrions aussi que ce cadre de concertation, nous-mêmes qui avions déclenché cette action,
qu'on puisse siéger là. Nous sommes là, nous restons vigilants et puis nous envisagerons l'avenir. Nous parlons santé à présent. La rumeur selon laquelle des sages-femmes sénégalaises auraient quitté le pays pour exercer au Qatar, formellement démentie par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Awa Marie Coll Seck reconnaît par ailleurs qu'il n'y a pas assez de sages-femmes au Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye et Mamadou Diop. Une sage-femme n'a été identifiée pour partir au Qatar, mais c'est une doléance qui a été faite par l'émir du Qatar, et c'est des sages-femmes qui chôment aussi beaucoup au Sénégal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on les laisse chômer ou est-ce qu'elles peuvent faire partie d'une coopération internationale? Mais nous savons aussi que nous avons besoin d'elles. Donc il faudra vraiment travailler d'une manière équilibrée pour éviter qu'elles partent toutes au Qatar et que nous, on en ait besoin au niveau du Sénégal. Voilà pourquoi elles ne sont pas encore parties. Awa Marie Coll Seck, que vous venez de voir s'exprimer en marge de la journée internationale de la sage-femme célébrée ce 5 mai, l'occasion de mettre en lumière le rôle important qu'elle joue dans notre société. Et alors qu'elle contribue au bonheur de donner la vie, la leur est ponctuée de difficultés de tout ordre. Aïssatou Païfal et Mohamed Dia. Elle donne la vie et essaie de la préserver en même temps. Elles sont présentes à chaque étape de la vie. C'est pourquoi les sages-femmes sont célébrées aujourd'hui à travers le monde. Cette profession, elle est souvent méconnue. Et nous sommes très mal jugés, à tort, par certaines personnes. La sage-femme, c'est le début de la vie. Elle accouche la femme. Mais avant d'accoucher la femme, elle est enceinte. Elle doit faire la consultation prénatale. Après l'accouchement, elle doit prendre en charge la femme pour éviter tout ce qui est hémorragie et qui est mortel. Mais elle aussi doit prendre en charge le nouveau-né. Parce qu'on dit que les conditions d'accouchement déterminent le devenir de l'enfant. N'empêche qu'elle rencontre moult difficultés, tant au niveau du personnel qu'au niveau des patientes. Les heures sont longues et on a des problèmes par rapport au personnel. Par exemple, on a deux sages-femmes en salle d'accouchement. Pendant la période de rush, ces deux sages-femmes-là ne pourront pas gérer. Un travail qu'elles prennent beaucoup à cœur. C'est pourquoi elles se sont battues pour mieux s'équiper et faciliter l'accouchement à leurs patientes. Nous avons deux types d'accouchement ici. L'accouchement traditionnel, avec une table d'accouchement et un bassin qui fait souvent mal au dos, mais aussi avec des étriers et la position gynécologique qui n'est pas confortable. Et nous avons de notre côté ce qu'on appelle l'accouchement humanisé. Ça veut dire que la femme choisit le type ou le mode d'accouchement qu'elle doit faire. Quoi de plus précieux que de donner la vie à des milliers de personnes? Un travail des plus nobles. Plus que jamais, le monde a besoin de sages-femmes. Donc, en retour, elles ne demandent qu'une seule chose, leur revalorisation. Santé toujours avec la publication ce lundi de la revue annuelle conjointe du plan de développement sanitaire, un programme étudié sur les 14 régions du Sénégal. Objectif de ce plan, assurer une meilleure santé aux populations et pour ce faire, le ministère de la Santé est prêt à augmenter le niveau de son budget d'ici à 2015. Maïmouna Ndiaye, Mamadou Diop. 14 régions, une revue annuelle conjointe pour faire le point sur la gestion de l'information sanitaire. C'est important donc qu'il y ait une revue au bout d'un an pour voir si nous sommes allés dans le bon sens ou non. Cela nous permet également d'aborder des thèmes et cette année nous allons aborder comme thème certains programmes techniques comme la tuberculose, le sida ou autres pathologies, les maladies non transmissibles. Donc on parle de programmes, mais on met en exergue aussi des éléments comme l'épidémie Ebola, quelle a été la réaction du système de santé et du Sénégal d'une manière générale. Un plan national de développement qui sera appuyé par le ministère de l'économie et des finances. Je réitère encore une fois notre disponibilité à vous accompagner dans la recherche de solutions durables pour ce secteur vital de notre économie. Car nous partageons tous ensemble la conviction que l'amélioration de la santé des populations aura un impact non négligeable sur la réduction de la pauvreté
et partant sur l'émergence économique du Sénégal. Le ministère de la Santé compte ainsi instaurer un plan d'urgence pour le relèvement du plateau technique. Des progrès qui sont faits, mais nous savons que le ministère est un ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc même si on vous augmente de 3% alors que vous êtes Santé et Action sociale, ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Acteurs de la santé et élus locaux comptent tous œuvrer pour le suivi de cette politique. Et nous quittons le domaine de la santé pour celui de l'éducation. Après des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants, le verdict tombe. La police va désormais installer ses quartiers à l'université Charentadio. Une mesure qui énerve les étudiants qui jusque-là s'étaient opposés à la présence des forces d'ordre sur le campus pédagogique. Ibrahima Kamara, Modou Diop. Les forces de l'ordre font désormais partie du décor de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un aspect qui n'est pas du goût de certains étudiants. Quand on voit 2 ou 3 étudiants se rassembler, ils viennent voir pourquoi ils font là. C'est désastreux. On n'a pas le droit de se rassembler, de faire notre mouvement ou bien de faire des réunions. On n'a pas le droit maintenant. D'autres pensent que cet aspect peut participer à la sécurisation du campus. Leur présence nous a aidés sur le plan de la sécurité sociale et on a vu que leur présence ici nous a aidés par rapport à une sécurisation des étudiants. On voit moins de violence. Par contre, je me dis que parfois les policiers qui sont là, le fait de les voir, ça nous met la pression. Une pression peut-être que nous devions nous mettre nos cours, nos examens qui sont en chemin. Cet autre étudiant de la FASEC parle d'une décision biaisée. On ne peut pas accepter que là où les étudiants discutent d'ordre pédagogique, des questions pédagogiques, que les forces de l'ordre s'interfèrent. Qu'est-ce qu'ils s'y connaissent? Ils ne maîtrisent pas ce qui se passe dans l'espace universitaire. Donc ils ne peuvent pas savoir jusqu'où c'est limité. Donc il va falloir qu'on revoie tout ça ensemble parce que, je le dis souvent, pour que cela soit revu, il va falloir qu'il y ait mot d'homme. Et c'est ça une chose que tout le monde va déplorer. Je pense qu'il va falloir revoir encore une fois que les autorités se ressaisissent, que l'université ne peut pas rimer encore une fois avec les forces de l'ordre. Ce matin, le frottement entre étudiants et forces de l'ordre n'a pas encore manqué. La première session de la cour d'assises de Ziguinchor s'est ouverte ce matin. 22 affaires sont inscrites au rôle. Celles relatives au trafic international de drogue vont davantage tenir l'attention des membres du jury. C'est en tout cas la conviction d'Aïssatou Dialloba, présidente de cette première session, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. Plusieurs affaires sont inscrites au rôle. 22 affaires qui portent sur des infractions qualifiées meurtre, assassinat, trafic de drogue, aussi bien trafic international que trafic interne. J'ai préconisé une meilleure synergie entre les forces de sécurité et les forces de défense pour pouvoir éradiquer ce fléau. Parce que pour un pays soucieux de la santé de ses populations, de son développement économique, je pense qu'il est important que les efforts soient encore plus soutenus pour prendre à bras le corps ce fléau. Et je pense que les forces de sécurité dont je viens de faire état, la police, la gendarmerie, les forces de défense, l'armée, les eaux et forêts, qui jouent également un rôle important, peuvent jouer leur partition dans ce domaine. Des propos donc recueillis par Boubacar Diassi. Nous quittons Ziguinchor, la capitale du Sud, pour revenir à Dakar, à Grand Médine plus précisément, et pour parler environnement. Difficile de ne pas se boucher le nez en traversant le pont Sénégal 92. Une odeur nauséabonde s'échappe des eaux usées et empuante tout le quartier, ce qui forcément fait fuir les clients potentiels des vendeurs et transporteurs qui voient donc leur activité tourner au ralenti. C'est un compte-rendu de Bintoulouma. Flaque d'eau usée, activité au ralenti, c'est le calvaire quotidien des habitants et transporteurs de Grand Médine. Notre travail ne marche plus, les clients n'ont pas où passer, les voitures non plus. On a vraiment besoin d'aide, on ne peut pas travailler avec ces eaux usées. L'eau coule, mais il nous fait beaucoup de dégâts parce qu'en même temps, par rapport à l'aspiration des eaux usées, il y a un danger peut-être du cancer, il y a un danger peut-être encore à cause de respiration. Une odeur nauséabonde
Des clients qui se font rares, les transporteurs et vendeurs crient leur ras-le-bol. On n'a trouvé personne ici. Nous, on est ici dans le garage pour travailler. Il y a des pères de famille qui sont ici. Il y a des vendeurs qui sont ici, qui vendent. Mais avec ça là, il n'y a pas la santé. Cette eau ne nous arrange pas, on ne voit plus de clients. Les quelques rares que nous voyons sont des habitués. Ils sont là que pour nous aider. Malgré les allers-retours de l'ONAS, les populations ne sont toujours pas satisfaites. L'ONAS a venu ici depuis avant-hier, samedi. Ils vont venir avant-hier samedi pour réparer le tuyau, mais en même temps, ils ont amené une comment dire que je pompe là, qui est dit pour évacuer, mais en même temps, il ne peut pas marcher encore jusqu'à présent. Il faut faire coûte que coûte, impérativement parler, il faut faire coûte que coûte pour que l'eau puisse dégager ici. Travailler dans l'insalubrité n'est pas envisageable pour ces riverains. Ils demandent alors aux autorités de leur venir en aide. Politique à présent, à quelques 2 mois des élections locales, nous nous intéressons aux critères de validation des listes, la parité intégrale et les noms des coalitions, une condition sine qua non pour choisir les candidats de ces joutes électorales qui s'annoncent complexes avec les réformes de l'acte 3 de la décentralisation. C'est le focus du jour, il est signé Adi Atala. Les élections locales, un scrutin à caractère particulier. 2 listes sont présentées, une majoritaire et celle proportionnelle, régie par un système mixte avec 50 élus chacune. La liste majoritaire est une liste qui permet à la coalition ou au parti qui arrive en tête de liste au niveau de cette majoritaire de remporter la totalité des sièges. La liste proportionnelle est celle qui, au prorata des suffrages obtenus, permet à chaque parti politique ou coalition d'avoir le nombre de conseillers qui correspond au pourcentage qu'il a obtenu lors des élections. Le système de vote est un couteau à double tranchant avec des avantages et des inconvénients. Celui qui vient en tête rafle tout. Donc la victoire est amplifiée, mais en cas de défaite aussi, la défaite aussi est amplifiée. Les élections locales, réputées compliquées, le sont davantage à cause de la communalisation qui supprime le conseil régional et rural. S'il n'y avait que la liste majoritaire, ce serait injuste, puisque c'est une seule liste ou un seul parti, ou en tout cas une seule coalition qui aurait la totalité des sièges et qui figurerait dans l'institution. L'enjeu réellement, c'est les communes. Ce qui va se passer dans les communes, et au niveau de ces communes, c'est là-bas que les élections vont se tenir. Vous voyez maintenant, il n'y a plus de liste de villes. Comme il n'y a plus de liste de villes, il n'y a plus de proportionnel de villes. Les élections locales qui pointent à l'horizon, selon certains observateurs, requièrent une bonne politique de communication sur l'importance du scrutin. Et sur le terrain, tout semble se dérouler normalement. À Grand-Yoff, près de 3800 cartes d'électeurs reçues, plus de 2000 ont été distribuées. Même constat au siège de la commission départementale de distribution. Près de 50 cartes sont retirées tous les jours. Contrairement aux élections de 2009, les locales de cette année semblent bien intéresser les Sénégalais. C'est le constat dans ce reportage de Dissa Prera et Younous Diatta. À 2 mois des élections locales, le retrait des cartes électeurs se fait normalement. Ici, au centre de l'état civil de Grand-Yoff, où siège la commission, sur près de 3800 cartes reçues, plus de la moitié ont déjà été distribuées. Les cartes distribuées, n'est-ce pas, sont plus nombreuses que les cartes restantes. On peut faire ce constat. Nous avions commencé les inscriptions depuis l'année 2013. Et avec... lorsqu'on a repoussé les élections, il y a eu une autre révision en 2014. Donc pour ce qui est du 2013, nous avons reçu un peu moins de 4000 cartes, 3800, quelque chose comme ça. Alors pour la deuxième révision, qui concerne 2014, nous avons 700 et quelques cartes. Voilà. Et les retraits, en moyenne, nous distribuons 50 cartes en moyenne par jour. La plupart des personnes qui viennent retirer leurs cartes sont des jeunes qui font partie des dernières révisions des listes. Les locales, pour eux, c'est important. Je suis retirer ma carte électeur pour voter ces élections. Je voter sama kii rek mu mën a dimbale Grand-Yoff
pour retirer mon carte d'électeur. C'est important parce qu'on doit élire notre maire qui doit régler les problèmes qui sont dans notre quartier et autres. Contrairement aux élections précédentes, les enjeux des locales semblent bien être compris par les populations. La preuve, il y a plus de cartes distribuées que celles en souffrance. Et pour ce qui est des électeurs, ceux-ci promettent de voter utile lors des prochaines élections locales et attendent des candidats une meilleure sensibilisation en ce qui concerne les réformes de l'acte 3 de la décentralisation. Notre reporter Hadi Atala a tendu le micro aux Sénégalais, nous les écoutons. La meilleure formule possible, c'est que tous les Wakamois se retrouvent dans la meilleure liste. La population sénégalaise commence à comprendre ce que cela veut dire l'enjeu des locales. Bien sûr, je vais voter pour quelqu'un qui va travailler. Mais il y a une fille qui vient de passer là. Elle a laissé un message, vous n'avez pas entendu. Elle a dit qu'il faut faire quitter le maire qui est ici. Voilà. Parce qu'il n'a rien fait pour Wakam. L'ancien bureau municipal, ils n'ont pas amené notre village en avance, or qu'ils l'ont reculé de 2 pas en arrière. Et je suis désolé. Il faut que ça change, impérativement. Je m'engage, moi, particulièrement, à voter aux élections locales de juin 2014, Inch'Allah. Il y aura des surprises. Même les maçons et les pêcheurs, ils sont dans le jeu. Parce que soi-disant qu'on dise que les intellectuels, par avant, trompaient. Avec l'acte 3, on peut avoir la chance d'avoir un budget de 4 milliards. Je lui lance un appel pour qu'il en profite et qu'il embauche davantage de jeunes dans le cadre de la gestion locale. Les fonctionnaires locaux, qu'ils soient recrutés sur des bases claires. Ça revient aux plénipotentiaires des listes de battre leur campagne pour sensibiliser la population. Les expliquer le bien fondé des locales et tout ça. Mais les locales, pour moi, les locales, c'est un enjeu primordial. Et du foot pour ouvrir cette page des sports, le choc de la 19e journée de Ligue 1. Casa Sport AS Pikine a tourné à l'avantage du premier nommé. Les Ziguinchorois ont dominé les Pikinois sur la marque de 2-0. Un compte rendu signé Abdoulaye Diallo. Le Casa Sport recevait l'AS Pikine pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel au stade régional de Kolda. Une rencontre âprement disputée par les deux équipes dès les premières minutes de la partie. C'est à la 20e minute que Lamine Fane ouvre le score pour le Casa Sport. Casa Sport 1, AS Pikine 0. C'est avec ce score que les deux équipes iront à la pause. En seconde période, les hostilités recommencent. Le Casa Sport a envie de doubler son score et AS Pikine cherche à égaliser. À la 90e minute, Saloum Fall, entré en seconde période, va aggraver le score pour le Casa Sport. Casa Sport 2, AS Pikine 0. Alassane Dia, coach de l'AS Pikine, avait pressenti dès l'entame du match la défaite de ses poulains. J'avais averti les joueurs que le Casa est très fort au début du match. Ils n'ont pas été concentrés. Pire même, on a suivi le jeu un peu enfantin là sur les histoires de Khondiom. Et finalement, voilà, on a été surpris. Simon Kabou, entraîneur adjoint du Casa Sport, quant à lui, se réjouit de cette victoire et tire le chapeau à ses joueurs. Ça fait 2 journées, on a joué la coupe et on a joué le championnat. Les jeunes sont fatigués. Vraiment, on le voit en jouer, il leur manque un peu de tonique. On est rentré avant-hier pour jouer aujourd'hui. Vraiment, c'est pas facile. Et vraiment, nous tirons le chapeau sur le match qu'ils vont de faire. Cette victoire du Casa Sport face à l'AS Pikine permet au Diarab de reprendre son fauteuil de leader en attendant de rencontrer le tombeur de ce dimanche de l'AS Pikine dans le même stade. Et le port autonome de Dakar à présent qui renoue avec la victoire. Les hommes de Malik Dal ont battu l'US Wakam sur le score d'1-0. Une défaite qui confirme la mauvaise passe que traversent les Wakamois. Abdou Aziz Khan, Younous Diata.
Le port reprend goût à la victoire. Après 2 contre-performances, les portuaires ont renoué avec le succès en dominant l'US Ouakam sur le score d'1-0. Et il a suffi d'une réalisation, celle d'Ousmane Gassama à la réception du centre de Mohamedou Lamine Keita pour faire le bonheur des portuaires. On est resté concentré, on est bien rentré dans le match. On a été dominateur, on a eu la possession du ballon, on joue beaucoup plus cohérent. C'est logiquement qu'on a marqué un but sur une belle phase de jeu. Mais après, en deuxième mi-temps, nous avons un peu souffert par moment parce que l'adversaire nous a acculés, bousculés, mais on a tenu bon. Malgré la période de disette, les portuaires n'ont jamais laissé place au doute. Dans une période un peu difficile où on avait du mal à gagner, à enchaîner des victoires, on a eu quelques défaites, 2 défaites, la coupe et dernièrement contre Niary Tally en championnat. Mais Dieu merci, hein, malgré tout ça, nous avons recadré, remobilisé l'équipe, on a bien travaillé. En sachant qu'on allait rencontrer une belle équipe, une bonne équipe, AS Ouakam qui est en train de faire un très bon championnat. À l'opposé, Ouakam, qui vient de concéder sa 2e défaite consécutive, est à l'arrêt. On a vu une première mi-temps où l'équipe a été assez poussive. En deuxième mi-temps, on a essayé d'y aller plus fort, mais ça n'a pas marché. À l'arrêt en ce moment, mais il reste encore des points à prendre et nous allons nous battre pour en avoir le maximum possible. Le fait marquant de cette 19e journée reste la défaite de Pikine face au Casa Sport, ce qui permet au Jaraaf de reprendre les commandes du championnat. Après sa victoire face au Duc, Niary Tally s'éloigne un peu plus de la zone rouge. Un succès qui permettra à l'équipe de Grand Dakar d'aborder avec sérénité la fin de la saison. C'est la conviction en tout cas de l'entraîneur de Niary Tally, Lamine Dieng, que nous écoutons au micro d'Abdou Aziz Khan et Younous Diatta. Encore une fois, conforter notre position en championnat. Donc cette victoire aussi... disons, à du bon, en ce sens que cela nous éloigne encore un peu de cette zone d'insécurité. Donc la dynamique de victoire aidant, la confiance s'installe. On va aborder certainement beaucoup plus sereinement les 7 matchs qui restent dans le championnat. Pour peut-être encore beaucoup plus conforter cette position et jouer notre bateau en coupe aussi. Une page des sports 100% foot, vous l'aurez remarqué. Et pour la clôturer, le derby mourois entre Stade de Mbour et Djambar s'est soldé par un match nul, 1 but partout. Al-Hussein Hussein, l'entraîneur du Stade de Mbour, regrette le comportement de son gardien. Son adversaire, Boubacar Gadiaga, lui, ne crache pas sur ce nul. Et leurs propos sont recueillis par Abdou Diouf Junior. On était concentré et discipliné. Je pense qu'on aurait dû gagner les 3 points. Donc on était sur place. On avait mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. Mais dommage que mon gardien s'excite. Bon, malheureusement pour nous, c'est vraiment dommage. C'est de l'indiscipline notoire. On va prendre les mesures nécessaires et vraiment pour sanctionner. Beaucoup de buts, alors qu'un but, mais bon, après voilà, on continue de travailler jour après jour, on met des choses en place et qu'aujourd'hui on a changé le système de jeu et que je suis content de la réaction de l'équipe. On s'est adapté par rapport aux joueurs qu'on a sur place, donc c'est ça que nous on travaille, c'est un pain quotidien, on fait des choses pour que les joueurs progressent individuellement et collectivement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme sur TFM, 21h, sport à la une, le 0h assuré par Chertidiane Diao. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable soirée sur cette antenne. À demain.